Bonjour et bienvenue à ce studio des entretiens d'Inchoseta 2025 dédié à la question du logement des jeunes. La France compte 9 millions de jeunes entre 18 et 29 ans, alors que le logement représente la moitié des dépenses des étudiants, comme le rappelait l'UNEF en 2024. Les jeunes sont contraints de se loger dans le parc privé, faute d'une offre de logements publics et sociaux suffisante et adaptée à leur budget et à leur parcours. Résultat, comme le rappelle un rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse de janvier 2025, la décohabitation est de plus en plus tardive, 23,4 ans en moyenne en 2022, freinant l'autonomie résidentielle des jeunes et accroissant la tension locative pour l'ensemble de la population. Alors comment faire pour aider les jeunes à amorcer leur parcours et à trouver des logements abordables? C'est la question qu'on va se poser et pour cela on accueille Damien Bottegui, donc directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Bonjour. Et Solène Caron, qui est donc directrice adjointe de Solia Pays Basque, voilà, pour poser le débat. Alors Damien Bottegui, la France compte environ 3 millions d'étudiants pour 175 000 places de Crous. Le Premier ministre a annoncé un plan de 45 000 logements entre 2025 et 2027. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la mise en œuvre de ce plan et sur ses objectifs? Alors effectivement, c'est une annonce assez ambitieuse et on sait qu'il y a énormément d'attentes sur le logement étudiant. On est dans une phase difficile pour le logement de l'ensemble des étudiants. Cette annonce, elle prend place aussi dans une politique plus globale sur les moins de 30 ans. C'est utile de le dire au début, puisqu'il y a les étudiants, puis ensuite tous les jeunes actifs qui doivent rentrer donc dans la vie active et trouver un logement. Et on a une continuité quand même qui est nécessaire. Alors le premier axe, effectivement, c'est le logement étudiant un peu classique que l'on connaît dans les Crous. L'essentiel de l'enjeu, c'est trouver du foncier. C'est ça qui est compliqué notamment. Il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment avec des compétences qu'on essaye de mettre dans chacune des régions. Et les préfets de région ont d'ailleurs un rôle un peu particulier là-dedans. Il y a une autre circulaire du Premier ministre, encore plus récente, puisqu'elle a été prise il y a quelques jours, qui apporte leur attention sur la nécessité d'avoir un dispositif pour accompagner les universités à trouver du foncier, à valoriser aussi leur propre foncier, puisque beaucoup d'universités ont du foncier, mais ont du mal à trouver le modèle économique pour le développer, ou parfois d'ailleurs peuvent entre guillemets résister, parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences qui ne sont pas forcément voulues. Et donc c'est ça la démarche, c'est d'arriver à trouver le financement, bien sûr, à essayer de trouver le foncier, et à accompagner le mouvement qui existe déjà de construction de logements spécifiquement Crous. C'est qu'un aspect de la situation. Je pense qu'après on va parler des autres leviers, mais c'est vraiment le levier le plus immédiat et peut-être le plus classique pour réussir à trouver du logement étudiant. Ceci dit, je m'arrêterai là, le levier principal, ça reste le parc privé, puisque comme vous l'avez dit, l'essentiel des étudiants se retrouvent quand même dans le parc privé, même si les ambitions quantitatives sont importantes pour le Crous, ça n'est pas à la hauteur des besoins globaux. Effectivement, on va y revenir un petit peu dans une question ultérieure, mais cette question du logement privé est très, très importante. Alors, Solène Caron, vous êtes donc directrice adjointe Solia Pays Basque. L'offre locative accessible aux jeunes reste largement insuffisante. Un constat rappelé notamment, on l'a évoqué, ce fameux rapport du CNH et du COJ de janvier. Quel projet concret vous mettez en œuvre ici dans le Pays Basque, dont on sait qu'il est touché particulièrement par la tension locative, pour apporter des réponses opérationnelles à cette problématique du logement des jeunes? Alors peut-être un petit rappel sur ce qu'est Solia. En fait, le rôle assez spécifique qu'a une structure comme Solia en matière de logement, en fait, on a un rôle charnière entre l'habitat social et l'habitat privé. On va gérer du parc de logements conventionnés pour le compte de bailleurs privés. Et du coup, ce parc conventionné, effectivement, il bénéficie en grande partie à des jeunes. On est à peu près à 30% en fait, sur les mandats de gestion qu'on a de logements qui sont du coup occupés par des jeunes. Privé et public confondus, les Non, 30% juste le privé, le privé, juste d'accord. auprès des bailleurs privés. On a aussi un petit parc qu'on va développer dans le cadre de notre agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion. Donc là, c'est des petites opérations en reconquête du parc existant. Et là aussi, en fait, on va avoir plus de latitude pour pouvoir attribuer à des jeunes.
On n'est pas sur le champ du financement du logement social et les règles d'attribution du logement social. Du coup, on a aussi la possibilité de pouvoir mieux travailler les attributions au regard des besoins locaux. Et en l'occurrence, de la même manière, on va être entre 20 et 33% de logements occupés par des jeunes. Et peut-être ce qui caractérise aussi le mouvement Solia, c'est une culture de la coopération en fait, la culture du partenariat avec beaucoup d'acteurs pour pouvoir trouver des solutions un peu dans la dentelle et qui s'adapte aussi à ces phénomènes de rupture qu'il peut y avoir entre des dispositifs, des produits de logement, etc. Donc effectivement, 2 exemples concrets qu'on porte en fait sur le Pays Basque. Donc il y en a un qui est avec un bailleur social, HSA, où du coup on s'adresse à des salariés en situation d'intérim, des intérimaires, et du coup on leur offre une solution de logement via un dispositif de location sous location. Et du coup, on a un partenariat avec des groupements d'entreprises pour pouvoir assurer le logement de ces personnes-là. Et ça s'inscrit dans une démarche plus longue de parcours résidentiel pour pouvoir leur permettre d'accéder à un logement de manière plus pérenne, soit dans le parc privé, soit dans le parc social. Donc ça, c'est un exemple un peu de travail avec un bailleur social. Mais on a aussi d'autres exemples où on travaille pareil de manière partenariale. Donc on n'est pas forcément à l'initiative d'un dispositif partenarial, mais on y participe. Donc c'est le cas notamment avec la CCI 64, qui a La Chambre de commerce et d'industrie. Oui, pardon, la Chambre de commerce et d'industrie, du coup, qui a impulsé un projet. Donc on parlait d'urbanisme tactique ce matin, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de mobiliser des biens vacants qui sont détenus par l'établissement public foncier du Pays Basque, l'établissement public foncier local, également la commune de Biarritz qui est partenaire. Et l'idée, c'est de pouvoir mobiliser ces biens qui sont disponibles de manière temporaire pour accueillir des travailleurs saisonniers, mais également des étudiants ou alors des travailleurs en mobilité. Donc là, on est sur la phase d'amorçage, mais ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est qu'on met autour de la table effectivement la CCI. On a également donc, un groupement d'employeurs, on a le soutien du conseil départemental, on a le soutien de l'État et on a le soutien également d'Action Logement. Et en fait, nous, notre ressenti en fait, et notre expérience aussi sur la question du logement des jeunes, c'est que les solutions, effectivement, elles passent par des coordinations d'acteurs et des recettes, des propositions d'outils partenariaux en fait. Mais ça, on va peut-être y revenir d'ailleurs par la suite. Alors, merci beaucoup, Solène Caron. Donc, il y avait cet aspect qu'on a vu là du parc proprement étudiant, des projets d'ailleurs qui vont au-delà des étudiants, on l'a vu. Il y a aussi la question du parc social. La part des moins de 30 ans dans le parc HLM, elle est passée de 24% en 1984 à environ 8% en 2013. C'est des chiffres qui sont un peu anciens, mais on voit en tout cas une trajectoire de tendance longue. Malgré leur précarité, donc les jeunes accèdent difficilement au logement social. Comment faire pour inverser cette tendance ? Non, vous avez tout à fait raison, il y a une difficulté particulière sur la place des jeunes moins de 30 ans. Donc là, on est plus sur du jeune actif, mais on est aussi sur l'étudiant dans le parc social. Il y a une très forte demande pour le parc social, chacun le sait, et un petit peu dans la concurrence, le terme n'est pas sympathique, mais c'est quand même la réalité des publics. Les étudiants n'arrivent pas forcément à trouver de solutions, et c'est pour ça qu'il y a des réponses plus spécifiques qui sont en train d'être apportées, ou en tout cas il y a un engagement à essayer de traiter spécifiquement ces publics. On sait qu'existent depuis longtemps des foyers de jeunes travailleurs, ce qui est une forme spécifique, mais une forme de logement aidé et de logement social. On a aussi des résidences sociales qui sont plus spécifiquement sur des publics étudiants. Et on a par ailleurs depuis quelques années une dynamique plus spécifique encore qui a été lancée par la loi Elan, par l'article 109 de la loi Elan. C'est un peu technique, mais c'est souvent la terminologie qu'on utilise et qui est là vraiment une réservation d'un ensemble d'appartements, de lieux de vie pour des étudiants spécifiquement, ou plus généralement pour des moins de 30 ans. Ce n'est pas forcément des étudiants, mais on peut avoir beaucoup d'étudiants. Et là-dessus, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants. Ici, il y a un objectif de 15 000 logements par an qui puissent être orientés sur ces publics-là. Les chiffres commencent à être bons. On arrive à dépasser les 10 000, notamment sur les réponses un peu plus spécifiques de résidence ou d'expérimentation moins de 30 ans. Donc là aussi, ça fait partie de la réponse et on essaye de traiter la question des étudiants et des moins de 30 ans aussi
par la voie sociale et donc en les mettant un petit peu à l'écart des critères classiques parce qu'on sait que sinon ils auront des difficultés d'accès. Voilà. Donc là aussi c'est ambitieux, c'est probablement pas suffisant par rapport aux besoins, mais c'est quelque chose que le mouvement social développe et dont il s'est saisi. Peut-être pour rebondir effectivement sur la question de la mobilisation du parc social, là on se concentre sur l'accès des jeunes au parc social, mais il faut aussi peut-être s'intéresser à ce qu'il y a à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire les personnes âgées avec des phénomènes de sous-occupation en fait, qui sont constatés notamment sur des départements qui sont vieillissants. Donc nous dans le 64 en fait, enfin dans les Pyrénées-Atlantiques du coup, on a à peu près 50% en fait de locataires du parc social qui vont avoir plus de 50 ans en fait dans les années à venir. Donc là, aujourd'hui, on est à 30% de plus de 60 ans. Et donc, en fait, on a un vieillissement des locataires du parc social qui s'inscrit dans la durée. Et du coup, ces locataires âgés, ils sont aussi souvent en situation de sous-occupation de leur logement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi matière à travailler à l'autre bout du spectre pour pouvoir avoir une démarche proactive vis-à-vis des locataires âgés, pas forcément en leur demandant de passer d'un T5 à un T2, mais en tout cas, voilà, avoir une démarche proactive pour réintégrer ces publics-là dans un parcours résidentiel qui est souhaité et qui est adapté aussi à leurs besoins. Parce qu'on va aussi avoir des problématiques d'adaptation du logement pour des locataires âgés. Donc l'idée, en fait, c'est peut-être aussi de travailler sur cette frange-là pour remettre les locataires, on va dire, dans un mouvement qui est choisi. Et on peut aussi avoir dans la gamme des innovations ou des choses à inventer, des formes de colocation. Y compris dans le parc social. Ce n'est pas quelque chose de classique, mais là aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que pour les situations de sous-occupation, ça nécessite peut-être parfois aussi un travail un peu de typologie, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de grands appartements, on a besoin de peut-être plus de petits appartements, ça marche pour les étudiants, ça peut marcher aussi pour les familles monoparentales. Ça, c'est un travail qui est plus compliqué, mais on peut aussi avoir de la colocation dans un cadre social, ça peut être intéressant. Alors tout à fait. Et puis là, alors ce qui a un autre point qui est souvent mis en avant, c'est la question de la complexité des dispositifs, ou plus exactement de la multiplicité des dispositifs et leur manque de lisibilité qui sont souvent dénoncés. Alors comment est-ce que vous faites, vous, chez Solia, pour essayer de simplifier l'accès aux dispositifs pour les jeunes, qui sont souvent démunis face à la complexité de ces démarches? Alors du coup, ça passe par de l'accompagnement social. Vers et dans le logement. Et c'est aussi la réponse partenariale qui paraît essentielle. Donc nous, on souhaite, avec la communauté d'agglo Pays Basque, repartir aussi des conclusions du rapport conjoint du Conseil national de l'habitat et du comité d'orientation des politiques de la jeunesse pour justement identifier un chef de file en local qui va pouvoir coordonner toutes les solutions qui existent, parce que les solutions, elles sont pléthoriques, mais du coup, il faut pouvoir les coordonner et il faut pouvoir s'appuyer sur un diagnostic assez précis des besoins locaux du coup, pouvoir derrière définir quel est le niveau de production de logement, soit en reconquête de l'existant, soit en construction neuve, qui est pertinent de produire et à quel endroit c'est pertinent de le faire, quelle typologie, etc. Donc nous, en fait, on travaille avec la communauté d'agglomération Pays Basque sur le montage de cette démarche, une démarche partenariale qui va réunir du coup des acteurs institutionnels, des acteurs économiques, de l'enseignement, de la jeunesse, du secteur bancaire et bien sûr les professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Mais c'est pas simplement mettre des gens autour de la table pour se regarder dans le blanc des yeux et attendre de trouver des solutions miraculeuses. Le but, c'est de pouvoir vraiment identifier un vivier de logement qu'on va mobiliser au bénéfice des jeunes, trouver les conditions dans lesquelles c'est faisable, avec quel accompagnement en fait ça peut marcher, comment on peut donner à nouveau confiance aux bailleurs privés de louer à des jeunes, comment on peut anticiper la sortie de dispositifs type FJT Crous pour pouvoir permettre aux gens de ne pas avoir des phénomènes de rupture, mais justement s'inscrire dans un parcours résidentiel qui est assez fluide. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette démarche-là et de procéder sous forme de traitement de problématiques assez concrètes. Donc voilà comment retrouver des marges de manœuvre dans le parc social sur le Pays Basque. Est-ce qu'il y a des choses à expérimenter? Pareil pour la mobilisation des bailleurs privés, je pense qu'on va en parler après, mais il y a sans doute des choses à imaginer au-delà des réflexions nationales qu'il y a sur le statut du bailleur. Et pareil sur la mobilisation des anciens meublés de tourisme.
Donc l'agglo Pays Basque a été très motrice en fait pour mettre en place une politique assez volontariste en matière de réglementation des meublés de tourisme. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de logements qui sont partis de la location touristique, mais qui ne sont pas revenus sur le marché de la location à l'année ni sur le marché des baux mixtes. Alors on va y venir justement à la question de la captation du parc privé. Donc on sait que plus de 70% des jeunes logent dans le parc privé, souvent en vétus, cher, surtout dans les zones tendues et les métropoles universitaires. Ça peut poser problème quand on parle du point de vue étudiant, mais pas seulement. Quelle est la stratégie du ministère pour mobiliser ce parc ? Alors, c'est un sujet très important, c'est un sujet compliqué à traiter. Il y a une stratégie, oui c'est ça, mais bon, il y a une stratégie globale, mais en réalité, les stratégies c'est bien, ça indique, il y a aussi des décisions réglementaires, enfin il y a des leviers à activer, mais après au final, c'est très intéressant ce qui est dit, ça se fait propriétaire par propriétaire et immeuble par immeuble, c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment le dernier kilomètre, c'est quand on y arrive, et là, bon, on a les leviers, et puis après il y a la psychologie, il y a toutes ces questions propres aux propriétaires qui font que ça n'est pas toujours facile. Ceci étant dit, la grande orientation, c'est d'abord de ramener de la résidence principale et donc de mettre fin à l'attrition du parc privé à usage de résidence principale de longue durée. Et donc, il y a les questions effectivement meublés touristiques d'encadrement, puis il y a la question de l'attractivité et donc celle du statut. Et là-dessus, la ministre chargée du logement, qui était aux entretiens ce matin, y a fait allusion. Elle a lancé tout un travail là-dessus avec des propositions assez fortes pour retrouver de l'attractivité, notamment financière, avec une fiscalité un petit peu adaptée. Le statut de bailleur privé ? Oui, alors c'est vrai que le terme de statut, il est très large, on peut y mettre beaucoup de choses derrière. Mais l'idée ici, la porte d'entrée, c'est vraiment de retrouver de l'attractivité, du rendement concrètement, du rendement financier, donc de l'attractivité pour les propriétaires. Et ça, c'est très important. On sait qu'il y a besoin aussi de sécurité, des questions notamment de garantie de paiement de loyer. Je tiens à insister sur ce point et à saluer le dispositif qu'Action Logement a mis en place, qui est la garantie Visale, qui est un dispositif, alors il y a eu quelques articles récemment, donc qui peut avoir ses limites, mais qui n'empêche, et fondamentalement dans une bonne dynamique, couvre les moins de 30 ans et peut vraiment aider dans de nombreuses situations. Donc ça, c'est très positif. On a aussi des systèmes qu'on peut appeler d'intermédiation locative qui ne couvrent pas que ce type de public, mais qui permettent aussi de rassurer les propriétaires, d'avoir quelques avantages qui sont attachés à cette situation et qui permettent de capter une partie du parc pour le remettre à disposition de certains publics, dont des publics étudiants. Donc ça fait partie de la panoplie des réponses, mais la réponse, elle est quand même extrêmement systémique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait un ensemble de réglementations, des régulations, des acteurs de territoire engagés qui font qu'une partie du parc qui actuellement est en meublé ou en résidence secondaire ou en vacant se transforme, redevienne du parc locatif et puis qu'on accepte les étudiants derrière. Et là, c'est plutôt un travail de garantie. Et puis, in fine, il y a une solvabilisation, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants aussi, il y a les soit par les aides personnelles au logement, soit par d'autres moyens. 4,4 milliards, on parlait d'un gel des aides, une année blanche en 2026. Alors ça, les annonces avaient été faites effectivement par le Premier ministre. Ceci dit, la situation politique est assez instable, donc je ne sais pas exactement comment les choses finiront, mais effectivement, il y a une question aussi, in fine, de capacité à payer et donc de solvabilisation de la demande étudiante. Peut-être que je me permettrai effectivement d'apporter deux compléments sur la question de la question de la Visale. En fait, effectivement, nous, c'est un outil qu'on utilise en tant qu'agence immobilière sociale. Peut-être qu'il y a des choses à renforcer dans cet outil-là, notamment la prise en compte des dégradations, parce que du coup, elle est proportionnelle au loyer, et du coup, plus on a un loyer qui est faible, moins les dégradations locatives sont prises en compte. Donc peut-être qu'il y a matière à retravailler cet aspect dégradation, qui est un des freins psychologiques majeurs pour les bailleurs privés quant à la mise en location de leurs biens.
Et après, effectivement, la démarche d'aller vers les propriétaires bailleurs privés, elle est essentielle. Il faut pouvoir les convaincre. Peut-être qu'il y a un discours spécifique à avoir vis-à-vis de multipropriétaires. Ici, au Pays Basque, on a des multipropriétaires qui sont des familles. Peut-être que justement, il faut apporter des réponses qui permettent quand même de transmettre le bien, de rassurer sur cette question de transmission. Et pour le coup, le bail à réhabilitation que nous, on développe Solia, mais que d'autres opérateurs développent, en fait, c'est une manière de rénover un bien, de le remettre en location à des publics qui sont modestes et très modestes, et notamment des jeunes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais derrière, ça permet aussi à la famille de le maintenir dans son patrimoine et de pouvoir même le léguer, en fait. Le bail à réhabilitation, il est transmissible. Donc il y a des solutions qui sont sans doute à... Et le loc-avantage, vous l'utilisez, ça a été prolongé, oui, ça devait s'arrêter tout à fait. Alors le loc-avantage aussi, c'est un dispositif qui est précieux. En fait, tous les dispositifs incitatifs, effectivement, sont précieux, notamment quand ils sont couplés aussi avec des subventions. Il y a, pareil, des améliorations qui pourraient être faites, mais tout est une question aussi de finances, bien évidemment. Mais en l'occurrence, voilà, passer de la réduction d'impôt au crédit d'impôt, ce serait une évolution qui ne serait pas du tout neutre sur la capacité à faire levier, à convaincre des bailleurs d'aller sur ce type de dispositif. Je ne surprends personne à tenir ce type de discours. Mais en tout cas, c'est un retour aussi de terrain qu'on a, nous. Très bien. Est-ce que vous voulez un mot de conclusion, peut-être sur le sujet ? Non, je crois qu'on peut-être sur l'Europe, le logement, l'Europe peut-elle aider là-dessus, en la matière ? C'est comme notre sujet du jour. Oui. Sur la question étudiante, je ne sais pas si la réponse est essentiellement du côté européen. Enfin, c'est vraiment, comme on l'a dit, du terrain, des solutions à trouver, du foncier, convaincre les propriétaires, trouver les bons dispositifs. Si l'Europe a un peu d'argent, je pense que tout le monde sera preneur, ça peut aider certains dispositifs. Bon, le point quand même sur lequel l'Europe peut consolider les dispositifs, c'est vraiment la question de la lutte contre les meublés touristiques, ou en tout cas l'encadrement de l'activité meublée touristique, et une partie de secondarisation du parc. Là-dessus, il y a un besoin de régulation. Il peut y avoir des questions qui sont des questions de droit européen, sur lesquelles on a besoin de consolidation. Mais on est un peu sur le macro. Ce n'est pas ça qui va résoudre la difficulté. Mais quand même, le logement, c'est aussi un cadre global qui permet de réguler. Et là-dessus, il y a un rôle à jouer. Voilà. Ceci dit, tout ça prend du temps. C'est jamais assez rapide, ça, on en a conscience, mais ça prend du temps. Nous, côté acteurs de terrain, on va dire qu'on souhaiterait avoir peut-être plus de facilité à l'accès, en matière d'accès aux fonds européens. Aujourd'hui, on les connaît plus sous l'angle du FEDER ou du POCTEFA. Du coup, donc c'est des programmes de financement européens qui favorisent notamment les coopérations transfrontalières. Donc c'est des dispositifs qui sont intéressants. Mais ce qu'on attend effectivement de la mise en place d'une politique européenne, au-delà des risques qu'on a évoqués ce matin, notamment en matière de substitution des engagements des États versus l'Europe, ce qu'on attendrait, une circulaire du Premier ministre. Voilà, ce qu'on attendrait effectivement, c'est que l'intervention de l'Europe, elle puisse bénéficier de manière très opérationnelle et très concrète sur les territoires. Donc de faciliter l'accès pour des acteurs de terrain à ce type de financement et surtout soutenir des projets partenariaux. Ça rejoint tout ce que j'ai dit précédemment. La réponse en fait à la crise du logement, elle passera aussi par des réponses partenariales. Merci beaucoup. Damien Bottegui, Solène Caron. Merci. Merci beaucoup.